S'intéresser à une frontière avec Israël, mais pas celle dont vous avez l'habitude de nous parler à côté de chez vous, que ce soit la Syrie ou le Liban. On va plutôt parler de l'Égypte ce matin avec l'État d'Israël qui vient en aide à l'Égypte. Alors on imagine bien qu'on va parler soit de la bande de Gaza, soit du Sinaï. Stéphane, c'est plutôt du Sinaï dont on va parler ce matin. On va parler tous les deux, Jim, si vous voulez bien. Mais l'info, elle vient du New York Times cette fois, donc on a l'honnêteté de le dire. C'est pas une info de la MENA. On le savait ou on s'en doutait depuis un certain temps, mais il y a la censure militaire en Israël, donc on est toujours bien content quand c'est un média d'un autre pays qui en parle. Comme ça, en le citant, on peut emboîter le pas. Eh bien, ça vient d'un article donc du New York Times qui dit que l'Égypte a autorisé Israël à mener plus d'une centaine de raids aériens contre des groupes affiliés à l'État islamique ou à Daesh dans le Sinaï. Alors c'est évidemment très très intéressant. Et nous on dit et on répète comme on le fait à notre habitude, Daesh, l'État islamique, c'est un fourre-tout, et comme pour Zaventem et pour beaucoup d'autres actions de ces groupuscules islamiques, on n'a pas du tout l'impression, c'est même plus que cela, que l'ordre est venu de la pyramide supérieure de Daesh. Pour nous, Daesh contrôle ses opérations uniquement en Syrie et en Irak, et pour le reste, nous on appelle ça des groupes islamiques sunnites terroristes qui sont actifs notamment dans le Sinaï, et puisqu'ils sont actifs dans le Sinaï et qui sont proches des frères musulmans qui opposés au maréchal al-Sisi en Égypte et qui sont proches également du Hamas à Gaza, eh bien ça intéressait à la fois les Égyptiens et les Israéliens d'agir communément contre ces groupes armés terroristes dans le Sinaï. Et voilà ce qui nous importe le plus, Jim. Alors Stéphane, ça nous donne l'occasion de parler un peu des liens, des relations qui existent entre l'Égypte et Israël. On en est où là au début de l'année 2018? Est-ce qu'on progresse ou est-ce qu'on régresse entre les liens de ces deux pays voisins? Ouais, ces opérations qui ont duré 2 ans nous informent quant à votre question, Jim. Parce que ces opérations, elles ont eu lieu. Israël a utilisé des drones, des hélicoptères, des chasseurs bombardiers pour intervenir souvent, même plusieurs fois par semaine dans le Sinaï. Mais elle l'a fait alors que nos appareils n'ont pas porté les signes distinctifs de l'aviation israélienne à la demande des Égyptiens. Ils sont pas intervenus directement au travers de la frontière. Ils ont fait des manœuvres d'évitement comme si c'était pour donner le change et faire croire que c'était des appareils égyptiens, donc des appareils égyptiens sans marque qui ont attaqué ces cibles. Et puis l'Égypte avait expulsé les journalistes égyptiens internationaux du Sinaï chaque fois avant les plus grosses de ces opérations. Et ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on a les meilleures relations possibles avec le gouvernement égyptien, avec l'armée égyptienne qui dirige ce gouvernement, des relations plus que cordiales, puisque là on parle d'actes entre alliés, on combat le même ennemi, on coordonne les choses, et on autorise quand même l'ex-ennemi israélien à intervenir très profondément dans le Sinaï. Donc au niveau officiel, grande connivence, grande synchronisation, mais il faut le cacher à la population, parce que la population égyptienne a toujours de très gros ressentiments à l'égard d'Israël, mais pas seulement. Pour nous qui sommes quelque part des spécialistes de l'Égypte, nous pensons que ce pays est l'un des pays les plus racistes au monde, bien entendu, contre Israël, contre les Israélites, mais également contre les autres pays arabes, en fait un petit peu contre tout le monde. Mais là, Jim, la raison d'État était la plus importante, et ce qu'il fallait faire, en fait, c'était de s'occuper d'éliminer des leaders terroristes, donc des leaders qui appartiennent à ces groupes de terroristes, de défaire des préparatifs d'attentats, que ce soit contre Eilat ou que ce soit contre l'armée égyptienne dans le Sinaï. C'est devenu la même chose, c'est devenu le même but, et puis d'empêcher la contrebande d'armes et de munitions vers Gaza. Et ça c'est aussi très important parce que on a réussi par cette coopération avec l'Égypte, on a réussi à enlever
aux dirigeants du Hamas à Gaza la possibilité de déclencher une nouvelle guerre contre Israël, puisqu'on a réussi à couper à 90%, je dirais, l'approvisionnement en armes et en munitions à partir du Sinaï. Et ça a changé absolument la donne stratégique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien, chaque fois qu'il y a un nouveau cycle de violence, des nouveaux tirs de roquettes ou de quelques roquettes contre les villages israéliens, qui sont souvent le fait non pas du Hamas mais d'autres groupes islamistes, le Hamas s'y oppose et le Hamas fait absolument tout ce qu'il peut à Gaza, et ça nous intéresse beaucoup, pour empêcher un nouveau cycle de violence, pour empêcher une nouvelle guerre. Puis un autre enseignement, Jim, qui est intéressant, c'est que si l'Égypte fait appel à nous, en dépit du fait qu'elle dispose de centaines de chasseurs bombardiers, de milliers de chars d'assaut, de troupes de commandos, c'est qu'il y a quand même un problème au niveau de l'armée égyptienne, au niveau de sa faiblesse et au niveau de son taux de corruption. C'est quand même très intéressant de devoir faire appel à Israël pour organiser la répression du terrorisme dans le Sinaï. Et d'ailleurs, ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est que ça a plutôt bien marché pendant ces 2 ans. On est sûr que ça continue maintenant, au moment où on se parle. Ça a permis, l'intervention israélienne a permis au gouvernement égyptien de reprendre la main sur ce qui se passe dans le Sinaï et d'être plus ou moins aussi à 90% en gros en contrôle de ce qui se fait dans cette cour des miracles où tous les terroristes se côtoient, qui est la péninsule du Sinaï, Jim. Et enfin, Stéphane, et on terminera sans doute là-dessus, on rentre dans une année présidentielle en Égypte. Alors, une élection qui ressemble pas vraiment à une élection, mais est-ce que ça peut changer la donne entre Israël et l'Égypte, le fait qu'il y ait des élections qui arrivent? Ouais, alors c'est aussi, on aimerait avoir plus de temps pour développer la réponse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un accord de paix entre Israël et l'Égypte. Et selon cet accord de paix, les Égyptiens sont limités par le nombre de soldats qui peuvent déployer dans le Sinaï et la quantité de matériel. Alors, on n'a absolument aucun problème avec le maréchal Al-Sisi. Pour nous, il peut déployer des divisions entières si ça lui plaît. Mais on réfléchit toujours, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on intervient nous-mêmes dans le Sinaï, parce qu'on se dit que s'il y a un changement de gouvernement qui soit démocratique à l'issue d'élections, soit par un coup d'État, parce que les frères musulmans sont toujours très puissants en Égypte, on n'a pas du tout envie de se retrouver avec une armée égyptienne hostile aux portes d'Elat. Donc ça, c'est le premier pan de la réponse. Et puis l'autre, oui, effectivement, on a déjà entendu que plusieurs candidats à ces élections présidentielles avaient été soit arrêtés, soit on leur avait gentiment proposé de se désister. On pense pas qu'il va y avoir de grosses surprises. Ce sera un Pygmalion probablement du maréchal Al-Sisi, quelqu'un également issu de l'armée, avec les mêmes directives. On sait qu'en Égypte, ce qui donne surtout le ton, c'est le service des renseignements de l'armée, et le service des renseignements de l'armée, c'est lui qui va organiser ces élections, et c'est aussi celui qui est le plus proche dans l'organisation de la coopération avec Israël. Donc s'il n'y a pas de putsch ou de coup d'État, eh bien on pense ici à Metula que ces relations particulières et fertiles entre Israël et l'Égypte vont continuer, Jim.